Ébauché bien avant l'an 1000, le château de Saumur atteint sa plénitude au XVe siècle, comme le montre cette enluminure du mois de septembre des très riches heures du duc de Berry. La particularité de ce château est d'abriter quelques-unes des 70 tapisseries du patrimoine exceptionnel de la ville de Saumur, deuxième ville de France ayant la plus grande collection de tapisseries après Angers. Dirigeons-nous vers la chambre de retrait, dans laquelle le duc d'Anjou s'entretenait en comité restreint avec ses conseillers. L'emplacement de cette salle se situe au premier étage du château, face à la Loire. Cette chambre de retrait abrite la tenture des Sauvages, un ensemble de 3 tapisseries créées vers 1470 à Lille. On y voit une magnifique pièce de 3 mètres sur 5 mètres 30, le bal des Sauvages, et en angle, 2 fragments plus petits représentant le combat des chevaliers et des hommes sauvages. Le thème de l'homme sauvage, très en vogue au Moyen-Âge, avait donné lieu en 1393 à un tragique événement, le bal des Ardents, ainsi nommé car les déguisements d'étoupes des sauvages s'étaient enflammés au contact d'une torche. Ces enluminures ont été réalisées par le maître du champion des dames. C'est le pseudonyme du cartonnier resté anonyme qui a aussi dessiné et colorié les modèles utilisés pour tisser la tenture des sauvages. Dans le bal des sauvages, 2 sortes d'humains se côtoient. Les civilisés, parés des atours amples et fastueux de l'époque, et les sauvages, accoutrés de costumes poilus, en étoupe, mais portant cependant de riches manteaux et des chapeaux extravagants. Les pieds, les genoux et les coudes des hommes sauvages sont dénudés, et il en est de même pour les seins des femmes sauvages. Les musiciens sont aussi séparés en 2 groupes. Les uns sont glabres et jouent de la trompette, les autres sont poilus et soufflent dans des cornes tordues. Dans cette ambiance courtoise, seule dénote l'attitude entreprenante du bouffon à la ceinture de grelots qui déplaît visiblement à sa partenaire sauvage. Quittons cet aimable bal champêtre pour une tapisserie d'un cruel réalisme intitulée « Le combat des chevaliers et des hommes sauvages ». Cette seconde tapisserie de la tenture des sauvages est réduite à 2 fragments. Celui de gauche est dit à la coulevrine, car il montre cette pièce d'artillerie au canon étroit dont un soldat enflamme la mèche. La coulevrine révèle la supériorité technique des chevaliers. Le fragment de droite est dit à la mélusine, qui est cette sirène au miroir flottant sur une bannière au sommet d'une lance. Les chevaliers possèdent armure, lance, fantassins et chevaux harnachés pour la guerre. Si les boucliers des hommes sauvages sont ornés de têtes de lion ou de diamants, leur cuirasse est rudimentaire et incapable de résister aux coups de lance qui transpercent ce cavalier sauvage dont le casque est une mâchoire de cheval. Leurs montures ont aussi des rênes rudimentaires faites d'os et de branchages. Même les destriers combattent. Celui de cet homme sauvage se fait cruellement mordre l'encolure par celui d'un chevalier. On se perd en hypothèses sur l'interprétation de ces œuvres et on ignore quel personnage riche et puissant les a commandités. Peut-être voulait-il seulement s'offrir une somptueuse allégorie de la guerre et de la paix.
Entrons maintenant dans la chambre de parement. C'était une salle de réception comparable à celle qu'on voit sur cette enluminure du mois de janvier des très riches heures du duc de Berry. Cette salle nous dévoile la vengeance de notre Seigneur, qui est une tenture composée de 2 tapisseries créées vers 1470 sur des modèles du cartonnier nommé Colin d'Amiens. L'une se nomme la prise de Jérusalem, l'autre s'intitule Vespasien couronné par ses troupes. En l'an 66 après Jésus-Christ, l'empereur Néron charge le général Vespasien de réprimer la révolte des Juifs en Judée. L'empereur Néron se suicide en 68 et la guerre civile éclate à Rome où 3 empereurs se succèdent en quelques mois. Le 1er juillet 69, Vespasien, réputé pour son honnêteté, est couronné par ses légions réunies à Alexandrie afin de ramener la paix civile à Rome. C'est l'événement décrit dans cette tapisserie. D'emblée, on constate que les personnages portent des habits du Moyen Âge, alors que la scène se déroule 1500 ans plus tôt. Le général Vespasien ressemble plus à Charlemagne qu'à Jules César. 2 évêques posent une couronne sur la tête de Vespasien devant ses partisans richement vêtus. C'est une proclamation visiblement improvisée, comme le montre l'officiant qui doit poser le livre de cérémonie sur la tête d'un religieux. D'ailleurs, après avoir confié le commandement des légions à son fils Titus, Vespasien quitte aussitôt Alexandrie pour Rome afin de destituer l'empereur Vitellius. À partir de décembre 69, Vespasien régnera sur l'Empire romain pendant 10 ans. En Palestine, son fils Titus poursuit la répression des Juifs qui sont finalement encerclés dans Jérusalem le 14 avril 70. La famine décime les assiégés. Un historien de l'époque, Flavius Joseph, rapporte des cas d'anthropophagie illustrés par cette enluminure atroce et glaçante, la femme qui mangea son enfant. Là encore, la scène est médiévalisée. Les personnages et le décor n'avaient sans doute pas l'allure chevaleresque décrite dans cette image monstrueuse. La tapisserie de Saumur représente l'assaut final donné le 25 septembre 70 par les Romains. Ici encore, les armes, les équipements, les constructions sont du Moyen Âge et sans rapport avec l'époque des événements. Le nom abrégé de la ville, JHRLM, figure au-dessus de la porte fortifiée. Les Romains s'engouffrent sous la herse. Titus est clairement désigné par son nom, ses épaulières à tête de lion et son casque enturbané enrichi de joyaux et d'une plume à perles. Il a saisi un adversaire à la tête et lui enfonce son épée dans la gorge. Au sommet des murailles, les soldats juifs repoussent les Romains juchés sur une tour d'assaut amenée près des remparts. On constate que Titus, déjà représenté à la porte fortifiée, est aussi visible au sommet de cette tour. Cette ubiquité veut montrer que Titus est un chef exemplaire qui n'hésite pas à occuper les avant-postes les plus dangereux. L'enchevêtrement des personnages rend parfois difficile la lecture de ces tapisseries dans lesquelles l'aurore vacui, horreur du vide, est poussée à son paroxysme. L'arrière-plan est occupé par une multitude de bâtiments destinés à combler l'espace du ciel.